Merci de nous rejoindre à ce grand rendez-vous de l'actualité dominicale. En 2015, nous ferons un quart de siècle pour la démocratie après notre conférence nationale souveraine de 1990. La question principale aujourd'hui est 25 ans après la conférence nationale, pour quel développement? Mais les résultats de chacun des gouvernements qui se sont succédés aux efforts du chapitre de développement ne sont pas à négliger. Mais toutefois, n'y a-t-il pas lieu de marquer une pause, puisque dans 2 ans, nous ferons 25 ans exactement, n'y a-t-il pas lieu déjà d'observer un arrêt et de décider ensemble le développement par consensus, comme nous l'avions décidé pour la paix et la démocratie en 1990. Avons-nous une boussole nationale pour le développement? Le Bénin se développe-t-il en réalité? Certains hommes bien avertis n'hésitent pas à dire que nous évoluons, tout comme certains pays africains, nous évoluons dans la manipulocratie sans lendemain pour le développement du continent. N'y a-t-il pas lieu aujourd'hui d'organiser de nouvelles assises nationales, mais pour le développement de notre pays, pas pour la paix et la démocratie? Puisque nous avons déjà une démocratie, nous avons déjà la paix, que nous essayons de préserver tous les jours, n'y a-t-il pas lieu d'organiser ces assises nationales pour la démocratie, des assises qui serviront désormais de boussole à tout désireux d'assumer les charges suprêmes de notre pays? Nécessité d'une conférence nationale pour le développement du Bénin à l'orée 2016, c'est le thème de ce rendez-vous dominical. Et pour en parler, nous avons invité Emmanuel Sénégan, qu'on ne présente plus. Monsieur Sénégan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes géopolitologue, économiste et théologien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également, un spécialiste des questions de développement, lui aussi, il est déjà international, Valentin Agon. Monsieur Agon, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Golf Télévision. Vous êtes spécialiste des questions de développement, vous êtes un inventeur. Je rappelle, à toutes fins utiles, que vous avez 4 maîtrises. 4 maîtrises, ce diplôme universitaire dans différents domaines. Est-ce que, M. Agon, très rapidement, vous pouvez nous rappeler ces maîtrises? Là, je sais que vous avez des diplômes d'études approfondies, vous avez plein d'autres diplômes, vous êtes un doctorant ou un docteur, mais avant, parlez-nous de ces 4 maîtrises. Merci beaucoup. D'abord, je salue le peuple béninois et tous les dirigeants béninois. Le Bénin m'a permis de me consacrer à la culture du cerveau, c'est-à-dire à la culture de la tête, et pas seulement de la tête, mais en adéquation avec le besoin du pays. Donc c'est le Bénin qui vous l'a permis? Oui, c'est le Bénin, et je salue le peuple béninois. Alors, le Bénin m'a permis d'évoluer dans plusieurs filières, dans plusieurs domaines. D'abord, principalement dans le développement. En matière de développement, moi, j'ai fait une maîtrise en pédagogie du changement social et du développement. C'est un programme belge réalisé au Burkina Faso. Et ensuite, un master en géographie sociale et du développement durable en France. Et ensuite, une maîtrise toujours en matière de gestion d'entreprise au Canada et une maîtrise en question de santé. C'est ça qui m'a permis de faire des recherches. Alors, et tout ça là maintenant est sanctionné par un doctorat en développement régional. Et le développement est ma préoccupation. Et c'est pourquoi je suis là. Nous ne demanderons pas, nous n'oserons pas demander à M. Sénégan de nous parler aussi de ces quelques diplômés qu'il a. Non, on n'en finirait pas. Il en a tellement de densité que nous avons aujourd'hui sur le plateau pour aborder cette question. Monsieur Sénégan, 25 ans, puisque dans 2 ans nous aurons 25 ans après la conférence nationale des forces vives de la nation, 25 ans après la conférence nationale, quel regard jetez-vous sur le développement de notre pays? Merci, M. Chabel Ayou. C'est une saison en même temps de deuil et de gaieté que nous traversons. Et je voudrais que nos téléspectateurs observent... Et auditeurs, puisque cette émission radio et auditeurs diffusée, observent 1 minute de silence
en mémoire du commandante qui est tombé, Hugo Chavez, Hugo Chavez, au Venezuela. c'est une référence pour vous? Hugo Chavez, c'est une fierté pour le monde, la jeunesse. Et il est de la lignée de Patrice Lumumba, de Sankara, et de Mandela, et qui sais-je encore, je veux dire même de Gbagbo. Donc je crois que c'est des personnalités il faut honorer. Et ils ont laissé. Ils sont morts, mais ils vivent par leurs œuvres. Je crois que sur tout cela que vous venez de citer, nous allons vous inviter après, et ça fera l'objet d'une autre émission parce que vous venez d'émettre des idées qui intéressent plus d'un. Ah oui, je suis un géopolitologue et je serai très très heureux. Et peut-être ceux qui voudront en savoir déjà davantage peuvent aller dans mon site www.cedigan.com. Voilà. Et ils vont voir quelques interviews. Aussi, c'est la saison de la fête de nos mamans et de nos sœurs. Et je vous fais un coucou, je vous aime, je vous embrasse. Le mois de mars, c'est le mois de la femme. Voilà. Donc, sur ce, je voudrais aborder la question qui nous intéresse, conférence nationale souveraine sur le développement du Bénin à l'orée de 2016. Vous proposez une conférence nationale souveraine. Souveraine. Elle doit être souveraine, sinon elle n'aura pas de Monsieur sens. Agon, vous la voulez souveraine aussi? Je la veux souveraine pour que, désormais, qu'elle offre une boussole pour le développement du Bénin. Mais il faut partir d'abord de ce qui est fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Je crois que nous ne sommes pas sur ce plateau pour faire le procès des régimes. Non. Mais nous voulons seulement constater qu'après ce que chacun aurait pu faire ou chacun a fait, que nous sommes toujours restés dans l'insatisfait. Et qu'il y a toujours plus de demandes. Et comme on le dit, l'homme est un éternel insatisfait. Et tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Et ceci, je vais constater que dès l'indépendance de 1960, que ça appelle une indépendance fortement dépendante, nous avons constaté que le Bénin était caractérisé comme le quartier latin de l'Afrique. Quelques années plus tard, c'est devenu quartier latrine de l'Afrique. Oh. Et aussi... Oh non, mais si le Bénin comporte des densités telles que M. Agon et vous, nous n'accepterons pas qu'on parle de pays latrines. Et c'est pourquoi nous avons fait des propositions pour relever le défi. Donc, de quartier latin, on est parti au quartier latrine. Ensuite, c'est des coups d'État qui pensent résoudre les problèmes. On n'en a pas fini. Ensuite, un seul coup d'État est arrivé en 1972 qui a duré plus longtemps que les autres, a maintenu dans le statu quo, mais l'enthousiasme, l'effervescence de 1972, les fruits n'ont pas porté la promesse des fleurs. Alors, nous ne pouvons pas faire un procès, seulement nous avons constaté que le brillant discours programme du chef de l'État en tout temps, c'était le colonel Kérékou, ou bien le commandant Kérékou, je ne sais plus quel grade il avait, c'était pas un général. Il disait ceci: la caractéristique fondamentale et la source première de l'arriération de notre pays est la domination étrangère. À l'époque est la domination. Donc, on a pointé le doigt vers l'extérieur. Vous voyez? Alors, quand tu pointes un doigt vers l'extérieur, il faut dire que 4 autres doigts se replient vers toi. Alors, l'histoire de cette domination est celle de l'oppression économique et culturelle, sociale, etc., etc. On a vu, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Une génération est passée et c'est terminé par ce que nous avons compris. Il fallait convoquer une conférence nationale souveraine une conférence nationale qui, au cours de ça, est devenue une conférence nationale souveraine, afin que les décisions soient prises en compte pour avancer. Ainsi, les bruits de bottes, les bruits de guerre, de déchirement qui pourraient arriver, cela a permis de les gérer dans les contradictions que l'on sait. On a choisi une transition pour les gérer et après la transition, nous avons vu un gouvernement en place qui était de renaissance du Bénin pour que le Bénin renaisse. Alors nous avons vu à la fin, le Bénin n'est pas rené. Ensuite, nous avons parlé on a ravalé ce qu'on avait vomi
On a pensé que ça aurait pu faire ce que... Et on a doublé la mise et on est resté toujours constipé. Après, on a dit, bon, mais ceux de l'intérieur, il faut donc prendre quelqu'un de l'extérieur. Le peuple a sanctionné la classe politique et a dû prendre un néophyte. On voulait d'un changement. D'un changement. Le peuple avait soif d'un changement. Il est venu, il a dit, ça peut changer, et ça va changer, et ça doit changer. À la fin, on a vu que, en fait, de changement, on est passé à... le changement n'a pas marqué le pas qu'on veut. On est passé à quel autre mot vous me prêtez ça? La refondation, à une vitesse supérieure. La refondation aussi est là. Et je me dis, bon, la refondation, ça va tout bouleverser. C'est comme un ordinateur qui est planqué et il faut, pour redémarrer, il faut tout éteindre pour redémarrer. Bon, nous en sommes là. Eux aussi, plaise à Dieu, ils vont faire leur temps. Mais d'autres qui vont venir après encore vont dire, les précédents étaient encore meilleurs. On ne sait pas qui va venir en 2016. On va dire, mais ceux-ci qu'on critique aujourd'hui sont encore meilleurs. Donc le peuple est dans un éternel insatisfaction. Alors il faut s'arrêter pour se dire, mais est-ce que c'est seulement les hommes ou bien c'est les structures, c'est le système qu'il faut aborder? Parce que la conférence nationale a eu ce mérite, n'est-ce pas, de ne pas tout casser avant de tout reprendre. De 90. De 90. De tout casser avant de tout reprendre. Ça nous a donné au moins une longue stabilité de paix, même s'il y a aujourd'hui des bruits de bottes qui semblent remettre en cause ce consensus. Parce que le pain, vous voyez, la liberté sans le pain est du leurre. Et le pain sans la liberté est un poison. Nous l'avons vu pour la Libye. En Libye, les gens ne payaient pas de l'essence. C'était gratuit. Vous voyez quelle belle vie. Mais pourtant, ils n'avaient pas la liberté. Et ça a donné ce que cela a donné. Et en fait aussi, nous avons vu qu'en Tunisie, il y avait vous voyez, tout ce qui s'est passé ailleurs. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est un seul chômeur qui a souffert et on a renversé ses bagages. Et tout cela s'est répandu aujourd'hui, même au-delà des frontières de l'Afrique du Nord. Chaque pays a son Azawad. Chaque pays a son printemps arabe. Chaque pays a son Moudjaou. Vous voyez? Donc, mais on peut anticiper pour éteindre tous ces feux. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est pourquoi l'objectif, ce n'est pas d'évaluer nécessairement le procès d'un gouvernement par rapport à la conférence nationale. Il y a eu plus de liberté, même excès de liberté au point où, vous voyez, on a libéré la parole. Quelquefois, la liberté est confondue au libertinage. Et au point où certains peuvent insulter même l'autorité, etc. Bon, donc, à un moment donné, il y a plusieurs partis. Vous voyez, multiplication. Est-ce que ça a résolu les problèmes? Il y a même des partis par ethnie qui vont bientôt, vous voyez, donc pas par famille. Est-ce que ça a résolu? Des centaines de formations politiques. Voilà, et qui ne s'animent que lorsqu'il y a des élections qui s'annoncent. Est-ce qu'on va toujours rester dans cette logique? C'est pourquoi il faut reconvoquer le peuple. Mais ce n'est plus pour une paix seulement, mais il faut aussi pour le pain. Et c'est ça que nous appelons développement. Parce que le développement, ce n'est pas la croissance, ce n'est pas que la croissance économique. La croissance, c'est un pan. Et d'ailleurs, il peut y avoir croissance économique sans développement. Oui, il peut y avoir croissance économique sans développement. Je donne tout court un exemple. Quand on parle de croissance économique, c'est basé sur le PIB, le produit intérieur brut, la façon dont ça augmente. Or, le produit intérieur brut, c'est la somme, la valeur monétaire de tous les biens et services créés dans une nation pendant une période donnée, de préférence 1 an. Quand on sort, parce qu'on ne peut pas mettre ensemble les services et les productions. Agon, il produit à Pipalu, on ne va pas additionner à Pipalu plus enseignement. Il faut prendre la valeur monétaire et comme ça, on peut additionner et on va. Encore que nous n'avons pas de statistiques à jouer au Bénin pour qu'on puisse dire que même nos PIB ne sont pas de vrais PIB calculés. Parce qu'on ne prend pas en compte ce que Talé a fait, ce que le Zémidian a fait. Tout cela échappe même à nos calculs. Donc nous ne sommes même pas sur du réalisme même pour évaluer notre progrès de croissance économique. Mais une croissance économique qui ne prend pas en compte une juste répartition de la richesse nationale n'en est pas
une qui crée plus de divisions, où on voit que l'accumulation des richesses dans les mains d'une minorité qui peut en faire ce que l'on veut. D'ailleurs, une idée me vient. Vous savez qu'aux États-Unis, si Obama avait eu 15% de chômeurs, il échouait d'office. Il en avait eu 7. Et cela faisait polémique. S'il avait le double, il échouait. Parce que là-bas, le peuple t'évalue, ce n'est pas de quelle région tu es, de quelle religion tu es. Le peuple t'évalue sur la base de le bien-être social. C'est dans le travail que chacun, l'effort que chacun peut apporter pour subvenir aux 5 besoins fondamentaux de l'homme, que je ne vais pas ici citer. Vous connaissez, se loger, se nourrir, se soigner, s'instruire et se vêtir. Il y a même un 6e point qui est se reproduire. Donc, les 6 besoins fondamentaux de l'homme. À partir de ce moment, il échouerait s'il avait 15%. Et vous allez voir ce qui s'est passé en Europe, là. Quand on prend en France, le gouvernement est parti. Quand on prend l'Espagne, le gouvernement, les élections l'ont fait partie. Au Portugal, etc. Ne parlons même pas de la Grèce. Vous voyez, ne parlons pas. Bon, l'Italie chancelle. Vous voyez tout cela. Donc, c'est le bien-être social qui fait que les gens n'arrivent pas à se retrouver dans leurs gouvernants. À partir de ce moment-là, nous sommes dit qu'il faut arriver à recadrer, à recentrer le développement, la croissance qui prenne en compte l'intérêt général. Et il faut faire surtout la politique de nos moyens désormais. Parce que la politique de nos moyens. Est-ce que nous avons des moyens? Je donne un exemple. L'Union africaine, qui est le bouclier, qui est censé être bouclier pour l'Afrique, à 96%, son budget est financé de l'étranger. La main tendue vers l'étranger. 87. Et vous êtes souverain où? Vous pouvez prendre quelle décision? Mais voilà pourquoi on est venu assassiner Kadhafi sans avoir aucune autorisation de l'Union africaine. Mieux, la Côte d'Ivoire. En 2012, le port d'Abidjan a apporté à la Côte d'Ivoire 1175 milliards. Le port seul à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En 2012. En 2012. Le budget de mon pays aujourd'hui est 1044 milliards. Comparé déjà à 1175. C'est ridicule. Mais là encore, c'est faux. Le Bénin n'a pas réellement un budget de 1044 milliards. Je m'explique. Parce que dans ces 1000... C'est le budget que les députés ont voté. C'est un économiste qui parle. Oui. Vous savez, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il faut faire la politique de nos moyens, c'est que cela nous permet d'être libres. Tous les projets de développement basés sur l'extérieur amènent les dictats aussi de l'extérieur. Personne ne va te donner de l'argent sans apporter les conditionnalités. Le Bénin, réellement, si le Bénin va se baser, va éliminer la mendicité. C'est ce qu'on appelle les partenaires techniques financiers, FMI, Banque mondiale. Si on dégage tout ce qu'on attendait de cela pour qu'on dise que notre politique de développement sera basée sur 1044 milliards, c'est peut-être qu'il ne nous restera que 400 milliards réellement que nous pouvons apporter nous-mêmes. Or, De Gaulle a dit les peuples n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Aujourd'hui, vous avez Canal. Vous avez Golf TV, vous avez l'ORTB. Comment l'ORTB va venir financer Canal et Golf TV pour que Canal et Golf TV les dépassent, étendent pour les compétir? Les peuples sont en compétition comme les entreprises sont en compétition. Vous voulez dire que les pays du Sud, les pays en voie de développement, les pays pauvres sont tout aussi en compétition que les pays du Nord, les industrialisés. Tout à fait. Donc, lorsque l'on dit que tel pays vient aider tel pays, ce n'est pas pour les beaux yeux. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Et De Gaulle a déjà balisé. Et vous allez voir le nouvel ordre mondial, dont on peut là un peu plus tard, n'a pas de pitié. Vous pensez que la France est venue à Azawad parce qu'il y a seulement des gens qui meurent? D'ailleurs, l'ONU a péché en disant que c'est en septembre 2013. Et il faut négocier d'abord avec les rebelles jusqu'en septembre 2013 avant de voir s'il faut... L'ONU l'a dit. Oui, mais la France a outrepassé cela. Non, c'est que les événements ont dépassé les pensées, il fallait réajuster. Et là, je salue la France, surtout la France de Sarkozy, pour son initiative, même s'il y a... Parce que c'est Sarkozy qui a créé la guerre à Azawad. S'il n'avait pas tué Kadhafi pour son pétrole, on n'aurait pas... Les abeilles sont là, ça n'a jamais piqué quelqu'un. Quelqu'un lance la pierre dedans et ça commence à piquer tout le monde. C'est pourquoi la France est en train de payer ce qu'elle va payer. Monsieur Selgan, j'ai une question pour Monsieur Valentin Agon. Monsieur Agon, à voir tout ce que Monsieur Selgan vient de dire, la conférence nationale de 90 aura été alors pourquoi?
La conférence de 90, c'était pour instaurer la paix par la démocratie au Bénin. C'est ça. C'est rien ça. que ça. Non, on voulait que le peuple ait son destin en main, mais finalement... Les populations s'épanouissent. Oui, on veut être comparé aux pays qui progressent. Cotonou, par exemple, devrait devenir un peu comme Singapour. Oui, On le voulait. on voulait ça. Mais après 23 ans, est-ce que Cotonou est devenu comme Singapour? C'est des questions que nous devons nous poser aujourd'hui. Et si nous voulons cette conférence nationale pour le développement à l'orée de 2016, il y a des raisons. À l'orée de 2016. À l'orée de Vous 2016. venez d'apporter une autre précision. Oui, à l'orée Ok. de 2016. C'est pour montrer aux Béninoises et aux Béninois que ce n'est pas pour le procès des régimes qui se sont succédés depuis 90, 91 là-bas. Non, ce n'est pas pour faire le procès de Nicéphore Soglo, ce n'est pas pour faire le procès de Kérékou 1, Kérékou 2 ou de Yaïboni 1, Yaïboni 2. Non. Au contraire, il faut les féliciter. Parce que ceux-là sont à féliciter parce que le pays ne leur a pas donné une boussole pour le développement du pays. Le pays leur a donné seulement un cadre d'existence, qu'est la Constitution. C'est des bornes, rester entre ces bornes-là et évoluer. Mais le pays ne peut pas décider. Qui a évalué Soglo après sa fin? Qui a évalué Kérékou? Qui a évalué Yahi? Qui va évaluer Yahi? Mais pourquoi l'évaluer? On lui a donné un mandat, il a exercé son mandat, il a fini. Mais si le pays avait une boussole... il avait un programme, il dit, bon, quand je serai là, je ferai... Voici, et puis il évolue. Oui, mais à la fin, là, qui évalue qui? Mais si nous avions une vision nationale de développement, des priorités pour le développement du Bénin, au plan économique, au plan social, au plan culturel, sur tous les plans, si nous avons des perspectives très claires, des priorités, et que le chef de l'État, celui qui a tout le pouvoir, s'il fait ces 5 ans, on peut l'évaluer, on peut dire, a-t-il atteint les objectifs de départ? Parce que son projet sera taillé dans le projet national de développement du pays. Qu'est-ce que nous voulons en réalité? Nous voulons d'abord mais avant de nous dire ce que vous voulez de façon précise, est-ce à dire qu'aujourd'hui nous sommes retournés pratiquement à la situation de 1990 et qu'il faut nécessairement une assise nationale, une conférence nationale? Non, nous ne sommes pas dans la situation de 1989. En 1989, les spécialistes nous ont dit que, et des ministres d'alors même nous ont dit que le trésor public là avait moins de 500 millions. Notre trésor avait moins de 500 millions, ou de 500 000. Je ne me rappelle plus précisément de ça, mais il y avait pratiquement plus d'argent dans le pays. Donc le pays était par terre. Le pays était asphyxié. On n'est pas dans la même situation. Et puis, on n'avait pas la liberté d'expression. Il y avait un cadre révolutionnaire dans lequel tout le monde devait exister et qui avait atteint ses limites. Aujourd'hui, nous avons fait aisément 23 ans de liberté, de paix. Nous sommes tous libres, nous parlons. Et Sénégal l'a dit tout à l'heure. Une paix relative. Une paix relative, d'accord. Mais en matière de développement, c'est-à-dire en matière de progrès économique, de progrès social, en matière d'industrialisation du Bénin, en matière d'éducation, nous sommes où? Nous devons nous poser ces questions. Vous savez, nous qui sommes ici maintenant, nous dépassons les 50 ans, nous tournons autour de 50 ans, et bientôt, dans 25 ans, nous aurons 75 ans. Nous serons comme les témoins directs dans 25 ans, dans 30 ans. Et en ce moment-là, est-ce que nous serons fiers de regarder en arrière pour dire que nous avons progressé sur tous les plans? Est-ce qu'on progresse réellement? Sinon, aujourd'hui, dans tous les pays africains, on parle de développement fondé sur ce qu'on appelle la croissance économique. On parle de développement lié à l'argent. Non. Le développement n'est pas ne saurait être lié essentiellement à l'argent. Non. C'est d'abord, le développement est d'abord social, culturel, avant d'être économique. Parce que pendant longtemps, les gens ont dissocié l'économie du social et on a vu que les pays dans lesquels on a pensé qu'ils ont fait un progrès, il y a de la misère qui règne
Et c'est pourquoi même est né le programme dans lequel je suis, dans lequel je fais un doctorat, le doctorat en développement régional. Le régionalisme est né de ça. On a vu qu'il y a des poches de pauvreté dans les pays développés. Il y a des poches de pauvreté, de misère. Et ils ont vu qu'il faut équilibrer le développement. Il y en a aux États-Unis, au Canada, partout. en Suisse, en France. Il y a des poches de misère. C'est ça qu'ils appellent les constellations de disparité qu'ils veulent régler. C'est pourquoi ils veulent l'équilibrer. Et ils ont vu maintenant qu'il faut le social associé au culturel, à l'environnemental et à l'économique, à l'humain, pour faire le bonheur de tout le monde. Sinon, si ce n'est que argent, ça ne marche pas. Et nous devons nous poser des questions. Nous venons d'où? Nous sommes où? Et nous allons où? Si le pays, notre nation que nous aimons, est laissée au génie individuel d'un monsieur ou d'une femme qui réfléchit, dit voici mon programme, voici ce que je peux faire pour ma nation, et pendant 5 ans, nous le laissons libre faire ce qu'il veut pendant 5 ans, c'est à lui de s'évaluer après les 5 ans, dire oui, j'ai quand même atteint la moitié de mon programme, ceci. Mais si le pays, tout comme nous avons décidé la démocratie en 1990, et nous avons dit voilà le cadre dans lequel nous allons évoluer pour qu'il y ait la paix et le progrès, bien sûr. Mais finalement, il n'y a pas eu le progrès. Il n'y a pas eu le progrès. C'est pourquoi nous nous sommes dit, si on va fêter les 25 ans, le quart de siècle de notre démocratie, c'est l'opportunité pour nous de faire une nouvelle assise nationale où chacun va laisser ses manteaux politiques dehors pour réfléchir sur le devenir du Bénin, le développement du Bénin. Le Bénin, là, sera quel Bénin dans 10 ans, 15 ans, 50 ans? Dans 100 ans, est-ce que nous serons fiers d'avoir été dans ce pays-là des Valentins, des Chabel, des Tevoïjré, des Sénégans, tout cela? Il faut que nous puissions définir le devenir du Bénin. Sinon, c'est comme nous progressons. Vous voyez les avions en haut, les avions ne volent pas par hasard. Les avions sont surveillés par des satellites et le pilote ne regarde même pas devant lui. Il regarde sur un ordinateur seulement. Et il sait où il va. Et c'est comme ça. Sinon, on navigue à vue. En matière de développement, les pays africains naviguent à vue. Ils tentent tout. On va à gauche, on va à droite, il n'y a pas de priorité. C'est pourquoi nous voulons que le Bénin s'asseye d'ici 2 ans, que les Béninois et les Béninois s'asseyent là en 2015, c'est-à-dire vers la fin du mandat du président Yahi, que le Bénin, encore une fois, pour honorer ceux-là qui ont travaillé à la conférence nationale de 1990, que ceux-là, de nouveau là, les Béninoises et les Béninois s'asseyent, les forces vives de cette nation, non pas politiques, mais vraiment des gens qui sont là pour le devenir du pays, s'asseyent pour définir quel Bénin nous voulons et quelles sont les pistes. Et ce sont ces pistes-là qu'on va assembler pour former la boussole, les priorités dans lesquelles il faut aller. Mais n'avons-nous pas déjà Bénin à l'AFIA 2025? Bien sûr, mais c'est tout ça qui va inspirer les assises de 2015. N'est-ce pas là des assises supplémentaires? Pas du tout, parce que là, ça ne contraint pas les gouvernants. Le Bénin 2025 là ne contraint pas les gouvernants. Il faut une boussole qui contraint les gouvernants, ceux qui auront le pouvoir, et en ce moment-là, des institutions seront non plus ajoutées comme des institutions bidésiformes, mais plutôt transformées. Par exemple, je prends le Conseil économique et social, qui n'a que des avis consultatifs, mais que des avis consultatifs. Mais ce conseil sera transformé en véritable conseil de promotion et d'évaluation et de jugement même du développement du pays. Et en ce moment-là, ce conseil peut, comme la Cour constitutionnelle, arrêter le pouvoir en place pour dire tu t'écartes des priorités que nous avons définies pour le progrès du pays. Ah oui, cela veut dire que le président de la République est contraint. Il est tout-puissant, il a les institutions, il est le chef de l'État, tout ça. Et il est obligé, il est tenu de rester dans le couloir à lui tracer par la nation. Ces assises du développement. Oui, et il va innover. Ce n'est pas un cadre, ce n'est pas un plan rigide, mais lui va innover, on va lui donner des perspectives, on va lui donner une vision nationale. Il a une vision nationale. L'Amérique a une vision nationale. Ah oui. L'Amérique ne progresse pas par hasard. Non, chaque président, ce n'est pas pour rien que le président Obama a gardé un ministre de Bush
encore là, vous voyez. Donc c'est comme ça. L'Amérique a une vision, et si tu arrives là, tu travailles dans cette vision. Si tu t'en écartes là, on te dit non, tu t'écartes de... Revenez sur le chemin. C'est pas pour rien qu'un président américain élu, il fait 3 mois avant de prendre le pouvoir. On l'instruit, on le prépare. On le prépare. Puisqu'il est élu en novembre, il ne prend service qu'en janvier. En janvier. Il est baigné, il est rebaigné dans les priorités du pays et il doit fondre ce qu'il a dans les priorités de son pays. C'est comme ça que nous souhaitons que les Béninois, les génies béninois, pensent le développement du Bénin et que ça soit une boussole pour que le Bénin prospère vraiment. Sinon, ce n'est que le génie d'un individu et d'un petit groupe, ça ne marchera pas. On va toujours faire des mécontents à gauche et à droite. Mais si nous avons pu définir le contenu pour la paix, qu'est la démocratie, nous pouvons définir aussi un contenu pour le développement et nous allons voir que dans 10 ans, le Bénin sera tel. Dans 25 ans, le Bénin sera tel. Et on va juger l'homme ou la femme qui sera à la tête là, on va le juger capable de compétences pour nous amener au développement. On va le juger selon ce qu'il a réalisé, que nous avons arrêté collectivement. Ce sera vraiment une innovation béninoise que les autres vont encore copier. Une innovation que les autres pourront copier. Et je pense que ça a une procédure. Parce qu'il faut d'abord partir du diagnostic. C'est-à-dire, en 2015, à cette assise nationale, on va faire ce que le médecin fait. Pourquoi proposez-vous 2015? Pourquoi vous dites à l'orée de 2016? À l'orée de 2016, parce qu'il faut laisser tranquillement le mandaté, le gouvernant actuel là, d'évoluer. Le président de la République. Oui, a évolué. On n'est pas là pour le juger. Il va faire son mandat, mais à la fin de son mandat... Mais c'est sous son autorité que tout ceci se fera. Voilà, on n'est pas dans l'échec comme au temps de la Révolution. Non, d'ailleurs, la Révolution n'a pas complètement échoué. On a vite fait de jeter certaines choses de la Révolution qu'on regrette aujourd'hui. Donc c'est en 2015, on va faire une assise d'abord, un premier temps pour le diagnostic des mots qui minent le développement du pays. Pourquoi nous ne progressons pas dans tel secteur? Et les génies béninois vont réfléchir et vont faire ce qu'on appelle le diagnostic. Le diagnostic n'est pas seulement de constater la température d'un corps. Non, mais c'est pourquoi cette température? Pourquoi nous sommes à ce niveau de développement? Et ces génies-là vont réfléchir, produire le pourquoi de ça, et des ateliers seront faits pour comment alors résoudre ces problèmes. Et à la sortie de tous ces ateliers, de cette conférence qui va durer plus d'1 mois, parce que ce n'est pas la conférence de Cavendish, c'est une conférence qui va pour le développement du Bénin. Donc nous imaginons qu'en 3 mois, par exemple, si ça commence à la moitié de 2015 jusqu'à octobre 2015, on aura déjà fini. Et donc cette conférence, le projet de cette conférence-là sera intégré à la constitution du Bénin pour que ça ait la force de la loi, pour que le Béninois et les Béninoises sachent que désormais nous avons une boussole pour le développement du Bénin et nous allons juger ceux qui nous dirigent par rapport à cette boussole. Ils progressent vraiment, ils avancent vraiment et nous le ferons par rapport à nos moyens. Le Bénin a beaucoup de richesses. Le Bénin d'abord, les Béninois sont les premiers moyens du Bénin. Les facteurs premiers du développement du Bénin, ce sont les Béninoises et les Béninois. Et c'est ceux-là qui vont inspirer cette perspective du développement que le dirigeant va exécuter avec ses innovations, avec une flexibilité, et nous allons progresser très rapidement. Parce que, quand vous parlez d'innovation, oui, et qu'on sait que vous êtes un innovateur, un inventeur, on se dit, vous savez bien de quoi vous parlez. Oui. Monsieur Sénégan, vous avez dit tout à l'heure que l'Union africaine, qui devrait servir de référence, a 96% de son budget financé depuis l'extérieur. Mais cette idée-là que vous êtes en train d'émettre maintenant, une conférence nationale souveraine de développement qui servira de boussole aux prochains chefs d'État dans la mise en œuvre de leur programme, est-ce que ceci pourra se faire si nos budgets, vous l'avez dit, si nos budgets sont toujours financés en grande partie de l'extérieur? Parce que vous dites, quand les autres veulent vous donner de l'argent, ils posent leurs conditions. Et puis il y a certains qui ne veulent jamais de l'indépendance, qui ne veulent jamais
du développement de l'Afrique. Sinon, ils vont faire rapidement ce que la Chine a fait, ils vont faire rapidement ce que la Corée a fait. Comment cela sera possible? Il faut toujours... Si nous sommes au biberon toujours. J'aime beaucoup des citations, des références qui doivent nous aider à partir vite. Vous savez, dans un de mes livres sur le leadership, j'ai écrit ceci, une citation que j'aime beaucoup. Un troupeau de moutons. Quand on dit tu es mouton, c'est que tu es bête. Mais un troupeau de moutons conduit par un lion peut vaincre un troupeau de lions conduit par un mouton. Le problème, c'est qui vous conduit. Qui vous conduit. Et quels sont les moyens que vous lui avez donnés pour vous conduire. Et Frantz Fanon disait, vous savez, dans 2 ans, ça fait une génération. 25 ans, c'est une génération. Donc, la conférence nationale souveraine aurait eu une génération passée. Et Frantz Fanon disait, chaque génération a une mission à accomplir. Il s'agit de l'accomplir ou de la trahir. À cette conférence, dont les préparatifs commencent déjà à partir de cette émission, Agon en dira un peu plus sur chaque année ce que l'on fera, c'est dire que cette génération doit faire le bilan. On peut s'insulter pour 2 jours, mais au 3e jour et les mois qui vont suivre, on laisse les injures et voir comment s'en sortir. Parce que vous savez, on est là pour quelque chose, c'est ça. Pour une mission. Puisque Aimé Césaire aussi parlait de civilisation, mais moi je vais remplacer civilisation par conférence nationale souveraine. Quand je dis conférence souveraine, civilisation, que conférence. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que pose son fonctionnement est une civilisation décadente. C'est-à-dire c'est une conférence nationale décadente. Et du moment que celle que vous proposez ne la soit pas. Mais ne soit pas une. Je vais vous faire voir la force de cette conférence dont nous parlons tout à l'heure. Et Frantz Fanon a dit qu'une civilisation qui choisit de fermer les yeux sur ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Ça veut dire, si nous fermons les yeux, la conférence nationale c'est bien, etc., là, il faut réévaluer et atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Donc nous avons vu une civilisation décadente, une civilisation atteinte, une civilisation moribonde. Donc la conférence nationale, si après une génération, on ne s'assède pas pour... D'ailleurs, la paix n'est pas l'absence de la guerre. Enfin, la guerre n'est pas l'absence l'un ou l'autre. Ça dit la paix, ce n'est pas l'absence de la guerre. Là où il y a la famine, là où il y a l'injustice sociale, là où il y a le chômage, ce sont des bombes à retardement. Vous voyez, nous voulons désamorcer ces bombes à retardement parce que ça existe déjà, ça nous mine. Ah oui. Ça nous mine. Nous le voyons tous les jours. Les gouvernants sont mis sous pression. Augmentation de salaire. Ils vont courir pour aller chercher de l'argent à l'extérieur pour venir nourrir leur peuple. C'est comme si toi, tu avais courtisé une fille. Maintenant, elle est devenue ta femme. Mais quand elle était une jeune fille dehors, là, beaucoup d'autres l'ont courtisée. Maintenant que c'est toi qui as gagné le pari, tu as ta maison, tu demandes aux gens de cotiser pour acheter le soutien et le slip de ta femme. Est-ce que tu maîtrises, tu es souverain sur cette femme-là? C'est ce que nous faisons. Le développement de l'Afrique, du continent dont vous avez parlé tout à l'heure, 96%, vous n'avez pas. Et ce n'est pas parce que l'Afrique n'a pas les moyens. D'ailleurs, il y a des... On dit que l'Afrique est pauvre. Non, Non. c'est faux. Ah, ce n'est pas votre avis? Non. Les Georges Miller pour le développement, je vous dis que c'est tout, sauf pour le développement. C'est pour le sous-développement du millénaire. C'est tout sauf pour le développement. Pour le développement de l'Afrique ou pour le développement du monde? De tous ceux qui l'appliquent là. Et c'est l'Afrique qui l'applique. D'ailleurs, c'est démonstratif. Quand moi je passe, c'est chaos. Et je défie toute personne. Même plus Nobel. Non, je dis plus Nobel. Même en économie, en toute matière confondue, je les défie quand je vais de me démontrer le contraire. Mais on n'en est pas encore là. Je vais donner seulement les bases de la réflexion pour qu'on en arrive aux choses sérieuses. Oui. En fait, en réalité, vous avez parlé, mon collègue Agon a parlé à la FIA 2025. Il a dit ceci, que ce n'est pas une mauvaise chose. Mais cela n'a pas été à la base. C'est-à-dire que des gens ont pensé pour d'autres personnes. Vous voyez ce qu'il y a, non? Et ça dit de belles choses. À la FIA veut éviter Wahala.
Quand il y a l'AFIA, c'est que ça se passe bien. Mais c'est Djangban et Ouahala qui sont sur le chemin de ce l'AFIA. Parce que ça dit ceci, le Bénin fait du Bénin, à l'orée de 2025, un pays phare. Est-ce que le Bénin est déjà un pays phare? Ça veut dire pays de référence? Hein? Un pays bien gouverné? Est-ce que le Bénin est déjà bien gouverné? Vous voyez? Uni et de paix. Est-ce qu'il y a la paix au Bénin? Quand tu ne peux pas manger 2 fois par jour, est-ce qu'on peut être uni avec les bruits de bottes par-ci, par-là? Vous comprenez ce que je dis? Oui. Et ça avance à dire, économie prospère et compétitive. C'est peut-être de l'utopie. Économie. C'est bon, il faut faire rêver les peuples. Économie. Vous savez, au fait, voyant à l'habitude, je vais finir d'abord. Économie prospère et compétitive. Est-ce que notre économie est prospère et compétitive lorsque le Bénin, dans Doing Business, est classé 175e dans le monde des affaires parmi 183 pays? Est-ce qu'on est économie prospère et compétitive? Et ça ajoute du rayonnement culturel et de bien-être social. À part le vaudou qui s'exporte comme culture, je ne vois pas le reste. Bon, encore là, faut-il encore, on dit il faut tisser. Et de bien-être social. Est-ce qu'il y a le bien-être social partout? Non. C'est une vision. On augmente le salaire pour un meilleur épanouissement des travailleurs. Monsieur Ayou, là encore, vous voulez me faire rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Or, je veux d'abord partir du global. Oui, allons, continuons dans le global. Continuons dans le global. Le Bénin n'a pas manqué d'initiatives, surtout au niveau du sommet. Il y a eu ce qu'on appelle les références nationaux. Il y a la Constitution nationale, il y a eu les OMD, il y a eu le document de politique nationale de Bénin à l'AFIA, que j'ai cité, les stratégies de croissance pour la réduction de la pauvreté. Et là encore, pauvreté, là, je veux qu'on enlève ça de notre tête, parce que c'est une insulte de dire que le Bénin est pauvre, c'est une injure de dire que l'Afrique est pauvre, parce que nous ne sommes pas pauvres. Celui qui est pauvre n'a rien. Je vous dis, l'Afrique n'a rien. Dieu a même donné rendez-vous à toutes les richesses. Un auteur disait que l'Afrique ressemble à un pistolet dont la gâchette est au Congo. Vous voyez, non? À un pistolet dans la gâchette, et la gâchette là, ce sont ces richesses. République démocratique du Congo. Oui. Où c'est gâté en richesse, des sous-sols. C'est en même temps ça qui amène le désordre. Vous voyez ce que je dis? Donc, en fait, nous ne sommes pas pauvres. Commençons déjà à barrer de notre tête. Le Bénin n'est pas pauvre. De l'est à l'ouest, du nord au sud, nous voyons la verdure, nous voyons tout cela. Alors que nous importons de légumes, de tomates, de Burkina qui est dans le désert. Est-ce que c'est normal? J'avais dit déjà sur vos antennes ici que Dieu a affamé 2 peuples pour le Bénin. Le Niger et le Burkina. Le Burkina, frappé par la sécheresse, le Niger, frappé par la sécheresse, décimé par les criquets. Mais les criquets n'ont jamais envahi le Bénin. C'est quand il y a une main protectrice divine qui dit ça, c'est mon territoire. Vous ne pouvez pas dépasser ça. Pourtant, le Burkina nous donne de la tomate. Le Bénin devait être le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Mais ce que nous faisons, c'est d'importer pour réexporter. Je salue le président Obasanjo qui avait bloqué il dit, tout ce que vous produisez au Bénin, je prends. Mais si vous allez importer et réexporter dans mon pays, je bloque les frontières. Donc, vous voyez, nous sommes d'accord sur quelques terminologies. Mais on est misérable. On n'est pas pauvre, mais on est misérable. Donc, ce sont ces préalables. Donc, la misère, n'est-ce pas, le superlatif de la pauvreté? Pardon? La misère? Oui. Non, la misère, c'est l'état d'âme et l'espace d'être. Mais la pauvreté, c'est que, d'abord, on voit les richesses dont tu disposes. Vous voulez que je rentre déjà pour l'Afrique, là? Regardez, le fleuve Congo à lui seul suffirait pour électrifier toute l'Afrique. Et il en resterait pour en vendre à l'Occident. Le premier projet intégrateur de l'Afrique devait être la valorisation du fleuve Congo. Mais depuis l'indépendance, personne n'y a pensé réellement. Le Bénin ne serait pas dans le délestage et d'autres pays encore. Ce fleuve, seul, l'Afrique pourrait même se surendetter juste pour réaliser ce progrès. Parce que l'énergie est pour l'économie ce que la respiration est pour l'homme. Pourquoi ce n'est pas fait? On nous en empêche? Je ne veux pas dire des vérités crues pour ne pas créer
Mais quand vous allez aller sur mon site www.cdgran.com, vous allez voir ces vérités crues dans mes interviews. Donc je vous épargne de ça. Mais la plupart, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Regardez comment Bongo a servi la France-Afrique. Regardez comment il n'est pas mort en France. Hein. Il est mort en Espagne, mal récompensé, avec tout son zèle pour la France-Afrique. Et il disait, même Bongo disait que la France sans l'Afrique est comme une voiture sans chauffeur. Et l'Afrique sans la France, c'est comme une voiture sans carburant. Vous voyez ce qu'il dit, non? Celui-là avait tout ce zèle, voilà. Et on attaque encore assez bien, etc., mal acquis en France. Je veux regarder droit les dictateurs, les bénis oui chefs d'État africains pour leur dire ceci. Quel que soit le degré de votre servitude, vous n'arriverez jamais à assouvir la soif de vos maîtres. Je reviens dans le sujet. Vous voyez, nous sommes riches, immensement riches. Le continent le plus riche au monde. Pourquoi on va nous dire que pour résoudre la pauvreté, les OMD, objectifs millénaires pour le développement, les problèmes de pauvreté, nous sommes déjà là, d'accord, c'est un terme de terminologie. Les OMD, il y a 8 points. On ne va pas toutes les années. Allez les voir. Les objectifs millénaires pour le développement, c'est pour le sous-développement de l'Afrique. Oui, Chabel, est-ce que vous connaissez un pays dit développé qui ne soit pas un pays industrialisé? Ça n'existe pas au monde. Quand on dit pays développé, c'est d'abord... L'Arabie Saoudite n'est pas industrialisée, mais avec tout son pétrole, tout son argent, l'Arabie Saoudite n'est pas classée par les pays développés. Donc c'est pour dire c'est l'industrialisation, c'est la transformation. C'est ce que fait Agon Valentin chaque jour en parlant de l'industrialisation de l'Afrique, etc. Là, c'est le chemin à suivre. Mais dans les 8 points des OMD, rien ne concerne l'industrialisation, rien ne concerne l'énergie. Mieux, le dernier point est très grave et gravissime. On dit qu'il faut intensifier la coopération. Si on doit intensifier la coopération entre l'Afrique et le monde extérieur, dans la forme où elle se trouve aujourd'hui, c'est comme le rapport qui existe entre le cavalier et son cheval. Qui commande qui? Le cavalier commande le cheval. L'Afrique joue le rôle du cheval et les Occidentaux le rôle de cavalier. On te gifle, on te frappe, on te montre la direction à suivre et la vitesse aussi. Dans un tel contexte, c'est comme quand vous faites un jeu. Vous savez, un jeu où on tourne sur soi-même là. Tes yeux commencent à tourner. Dans cette coopération, c'est comme si on dit à des coureurs, préparez. L'un, on l'a attaché. L'autre est estropié. L'autre est à pied. L'autre est à moto. L'autre est en avion, en hélicoptère. On dit, prêt, partez. Tu peux gagner cette course-là. Qui va gagner cette course? C'est celui qui est en hélicoptère. Donc, nous ne pourrons pas compétir dans les conditions actuelles. C'est pourquoi nous voulons détacher. D'ailleurs, vous voyez, l'Afrique ressemble étrangement à ce poulet, à ce coq qu'on a attaché quand la fête arrive. On l'a attaché 2 semaines à l'avant. Il y a un coq qu'on vient d'attacher tout de suite. On est parti à l'église pour l'égorger. À le retour, on va l'égorger. Le poulet qu'on a attaché depuis 3 semaines et le poulet qui est attaché avant d'aller à l'église, quand on les détache, on ne va même pas dire courez avant que l'autre poulet ne court. Mais celui qu'on a attaché depuis des semaines va réapprendre encore à fuir. Vous voyez cette image-là, non? C'est à cette image que c'est une rééducation de l'Afrique du Bénin dont nous parlons de cette conférence. Parce que toute politique qui est basée sur la mendicité internationale ne peut pas aboutir à un développement. Il faut s'auto-assumer. Et cette conférence permettra ceci de très fondamental. Ça va rendre les gouvernants forts. Parce qu'il y a un consensus à la base pour dire, voici ce que nous avons retenu, voici comment c'est exécutoire. Je ferai des propositions après, une des propositions par exemple. Je vais d'abord faire une proposition avant d'aller aux autres. Prenons le Bénin d'aujourd'hui. Oui. Le Burkina vient d'aller aux élections. Vous savez que les élections coûtent très cher au Bénin. Et c'est financé de l'étranger. C'est ce que j'appelle le soutien, le cible de ta femme. C'est financé de l'étranger, les partenaires techniques et financiers. Or, c'est un domaine de souveraineté. Maintenant, quand tu prends nos élections, tout récemment au Burkina, ici, ils ont organisé 2 élections ensemble. Ça fait économie de gestion de tension et d'économie d'argent. En Sierra Leone, qui vient de sortir d'une guerre chaude, ils ont organisé 3 élections ensemble. Présidentielle, législative
et communal. Ça n'a pas fait tomber le ciel. Au Kenya, au moins, je vous parle. 3 élections ensemble. Ça fait économie de tension, économie de ressources financières dont nous avons besoin pour construire d'autres écoles, d'autres hôpitaux. Vous voyez, pendant que les élections ne pourront plus avoir lieu en septembre, je voudrais lancer un appel à tous les acteurs, décideurs de ce pays, pour qu'ils taisent leur querelle, pour voir l'importance d'un consensus pour qu'il n'y ait qu'une seule élection en 2016. Ça amènera une économie. Et même, d'ailleurs, les membres de la Sénat ne seront plus payés. Ce sont des volontaires. Vous voyez, pour économiser. Parce que je veux parler d'un développement auto-entretenu. Chabel, en 1980, il y a ce qu'on appelle le plan d'action de Lagos. C'est l'OUA de ce temps, l'Organisation de l'Union africaine, qui avait organisé, c'était un bon plan de développement. Il y avait des projets sur le plan industriel, sur le plan agricole, etc. C'était un bon projet. Aujourd'hui, c'est devenu quoi? Qui a fait son évaluation avant qu'on ne passe au NEPAD? On n'a pas fait son évaluation avant qu'on ne passe au NEPAD. Mais pourquoi ça a échoué? Je dis que c'était un bon plan, qui était auto-entretenu. Mais lorsque les Occidentaux ont vu que les Africains ont la mendicité dans leurs chromosomes, ils disent, si on leur propose de quelque chose, le PASS est tombé dedans. Le programme d'ajustement structurel, qui n'a jamais rien résolu, parce qu'on a voulu restructurer le franc CFA le 11 janvier 1994, il y a eu des variations. Tout ça rentrait dans le plan d'ajustement structurel. Tout ce que tu as acheté avec ton partenaire en France, tu n'as pas encore payé. C'est peut-être 100 millions. Dès qu'il y a eu des variations, tu dois payer à celui-là. Tu n'as pas eu d'équipement en plus, 100%, tu dois payer maintenant 200 millions. Est-ce que ça ne tue pas les entreprises? Le franc CFA est indépendant, dont nous parlerons après. Donc, vous voyez, les OMD, c'est tout sauf pour le développement. D'ailleurs, même le côté de l'enseignement dont ça parle de 2015, qu'il faut scolariser tous les enfants d'ici 2015. C'est un bon projet, mais j'appelle ça un complot de l'entonnoir. Parce que ça ne dit, la formation, c'est un bloc. C'est le primaire, c'est le secondaire, c'est l'universitaire. Mais l'objectif du millénaire, on n'a même pas dit, mais pour le centenaire, on dit pour le millénaire, n'a parlé que de 2015, scolariser tous les enfants. Si ça réussissait, les gens pensaient que c'est une bonne chose. Mais ça réussissait, ça va causer plus de problèmes. Parce que rien n'a été prévu pour le secondaire, ni pour l'université. Déjà, regardez à l'université, les étudiants restent debout pour prendre note. Vous comprenez ce qu'il y a? Donc, ça devait être un plan en bloc si vraiment ça visait au développement du Bénin. Voilà quelques complots dont je parle dans les OMD. Merci beaucoup, M. Sénégal. Monsieur Agron, je sais que le sujet est intéressant. Un sujet extrêmement dense et tout ce que vous dites devrait en principe fouetter la matière grise de nos décideurs pour que rapidement on organise ces assises. Mais dans un pays où on fait de la politique à outrance, où tout est politisé, avec une bonne dose de béninoiserie, cette forme de béninoiserie qui ne fait pas évoluer. Pensez-vous véritablement que nous pouvons organiser des assises pareilles dans notre pays? Encore que nous sommes encore au biberon, ça, je le dis toujours, il faut appeler la France, il faut appeler les partenaires au développement, les États-Unis, etc., pour leur dire, bon, voilà ce que nous voulons faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on va vous dire, non, ne faites pas ça comme ceci, parce que vous allez violer les accords internationaux, vous allez violer le partenariat que nous avons. Ah non, nous ne pouvons plus vous financer. Est-ce que nous sommes libres, vraiment libres, d'organiser ces assises, M. Agron? Nous sommes vraiment libres pour le faire. Je le dis parce que c'est une question de souveraineté et de responsabilité. Voilà. C'est deux mots dont je pèse le poids. C'est une question de souveraineté et de responsabilité nationale. C'est très important. Premièrement, je voudrais dire 4-5 points. Premièrement, vous savez, le développement ou tout autre événement dans le monde, même la santé de l'être humain, il y a deux facteurs qui définissent le bien-être de tout le monde. Ces deux facteurs, je les résume en 2 points. L'ordre
L'ordre. Et la discipline. Partout, il y a un ordre et qu'il y a la discipline, il y a le progrès. Vous savez, la conférence de Cavendish, là, s'est retrouvée sur 2 pieds. L'ordre et la discipline. Il y avait un désordre. Et les Béninois s'étaient assis pour réfléchir et ils ont mis un ordre en place. Et on a dit, et le surveillant de cet ordre-là, c'est la Cour constitutionnelle. Et le peuple et les dirigeants doivent se discipliner à respecter l'ordre établi. Et c'est pourquoi nous sommes arrivés, jusqu'à 23 ans maintenant, nous sommes arrivés ici. Si c'était fondé sur un désordre là, mais c'était fini. Mais c'est de la même manière que nous souhaitons que pour le progrès du pays, au plan social, sur tous les autres plans, qu'il y ait un ordre établi. C'est ça. Notamment sur le plan du développement. Sur le plan du développement, et que l'on discipline et gouvernants et gouvernés à respecter cet ordre-là pour le progrès rapide du pays. C'est tout. Donc c'est une question de souveraineté nationale et de responsabilité nationale. Responsabilité parce que nous ne sommes pas éternels. Nous allons passer. Les mangas sont partis. Les Romarégouis sont partis. Les Kérékou passent. Les Sokolo passent. Nous allons passer aussi. Mais nous laissons le Bénin dans quel état à ceux-là qui vont venir. Laissée à nos enfants. Oui. Les générations futures vont nous juger par rapport à ce que nous aurons fait aujourd'hui. Mais rapidement, lorsque nous avons constaté qu'on a fait 25 ans, 23 ans, 25 ans de démocratie, mais sans réel développement, nous pouvons dire on peut s'asseoir de nouveau pour réfléchir au développement du pays, pour bâtir cette vision nationale qui va porter tout le monde. Et tout le monde saura que nous allons dans ce sens. Et nous allons évaluer les conducteurs. Si le Bénin était un bus, le conducteur, c'est le président de la République. Mais il sait que nous allons atterrir, nous allons à telle destination. Il ne va pas aller à gauche, à droite. Il sait où nous allons. Mais aujourd'hui, nous avons quelle boussole? Nous allons où? Mais pourquoi ça ne va pas? Voilà, c'est pourquoi je dis ça. C'est pourquoi je dis que c'est une question de souveraineté et de responsabilité. Mais il faut le fondement. Le fondement, c'est l'ordre. C'est l'ordre. Il n'y a pas l'ordre. S'il y avait l'ordre, là, il y aura la discipline. N'est-ce pas parce que le Béninois est un peu trop intelligent? Il faut que notre intelligence, il faut qu'on fasse maintenant appel même à notre intelligence pour nous demander, mais demain là, c'est, nous voulons quel Bénin pour demain? Et quelles sont les perspectives dans lesquelles nous allons avancer pour atteindre ce Bénin-là? Et c'est pourquoi je dis que c'est une question d'ordre et de discipline. Et profitons, nous sommes vraiment ingénieux, nous sommes des génies. Sinon, la conférence ne serait pas. C'est parce que nous sommes des génies, c'est parce que le Béninois est exceptionnel que nous avons eu cette conférence-là. Et c'est pourquoi je dis, nous devons aller aussi à la définition d'un contenu pour le développement du pays en profitant de cette même conférence. Et vous parlez tout à l'heure de pauvreté. Oui. J'ai dit que le Bénin n'est pas pauvre. Mais c'est quand les gars aussi le disent, nous ne sommes pas pauvres. Alors le pauvre, c'est celui qui n'a rien. Mais le Bénin est riche d'abord de ses hommes, de son sous-sol, et de tout le pays. Le Bénin est riche. Maintenant, il faut établir l'ordre pour la gestion efficace et efficiente des richesses du Bénin. Et il a dit tout à l'heure, on a parlé des hommes sans parler d'industrie. Avez-vous jamais vu un pays développé sans industrie? La Chine, aujourd'hui, s'industrialise. C'est-à-dire, transforme ses ressources. Nous nous sommes trompés. Permettez-moi de le dire. Nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés en matière de développement. Le Bénin, prenons le budget du Bénin. Est-ce que nous nous sommes trompés ou nous n'avons pas pensé au développement? Nous n'avons pas pensé vraiment au développement. Parce qu'on nous avait arraché la paix et la liberté. Et notre priorité était d'aller acquérir cette paix et cette liberté. C'est pourquoi nous étions arrêtés seulement à la démocratisation. Et c'était 5 jours. C'était 5 jours. Maintenant, là, je veux qu'on s'asseye pour le devenir réel. Le destin du Bénin, c'est prioritaire. Sinon, nous n'aurons pas fait comme France Fanon le dit, que chaque génération doit réfléchir pour savoir quelle est sa mission, la trahir ou l'accomplir. Et notre mission, c'est développer le Bénin. Mais le faire comment? C'est le comment. Et si nous avons le comment, ça peut marcher. Parce que si le Bénin réfléchit vraiment à son avenir et que nous bâtissons une boussole, des références pour le progrès du pays et que cela soit constitutionnalisé, le dirigeant, un prétendant à la direction du pays même aura peur. Un présidentiel aura peur parce que la charge est lourde.
il sait qu'on va le juger. Dans ce pays, on a eu même 33 ou 30 candidats à la présidence. Parce qu'il n'y a pas un carnaval de jugement. Voilà. Chacun vient, il fait ce qu'il fait. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis il s'en va. Il peut même se remplir les poches. On dit c'est un ancien président, on le laisse tranquillement. Non, mais ce que je dis là, c'est une question de souveraineté et de responsabilité. Voyons même ce que nous avons. C'est pourquoi il dit qu'il faut féliciter ceux qui nous dirigent. Parce qu'ils nous dirigent avec des fonds étrangers et des fonds qui ne sortent pas vraiment de la richesse du pays. Pourquoi je le dis? Notre budget, c'est 1,44 milliard de francs CFA. Alors, à 60%, on dit souvent qu'il y a des apports étrangers pour nous. Mais on oublie une chose. L'étranger qui nous apporte son argent nous fait signer un contrat, un partenariat. Et dans ce partenariat d'aide à notre développement, il stipule dedans que vous devez ouvrir votre marché à toutes mes entreprises, à tous mes produits. Donc, mes entreprises ont la liberté d'envahir votre pays, de vendre nos produits dans votre pays. Et en retour, nous allons vous donner de l'argent. En réalité, tout l'argent que l'étranger apporte officiellement comme ça est repris par la distribution de ces produits à l'intérieur et tout l'argent repart. Donc, ce qu'il vous donne, c'est ce qu'il a pris chez vous, qui vous redonne en partie. Eh bien, toujours, c'est comme ça. Nous sommes dans ce cycle-là, on tourne comme ça. Tant que les présidents africains, béninois, ne pensent pas comme Abraham Lincoln et McKinley. Ils disent quoi? Abraham Lincoln dit ceci. Je ne connais pas grand-chose aux droits de douane, aux règles de douane et autres. Mais je sais une seule chose. Quand j'achète un produit à l'étranger, l'étranger a mon argent et moi j'ai le produit. Mais quand j'achète un produit fait sur le territoire américain, j'ai à la fois le produit et mon pays a l'argent. Intelligence. C'est très intelligent. Et McKinley ajoute, mais c'est une insulte à l'Amérique que d'importer un seul produit venant de l'étranger. Vous voyez? C'est une insulte. À l'Amérique, à l'intelligence américaine, que d'importer un seul produit venant de l'étranger. Ça veut dire quoi? Attendez, mais, oui. Les téléspectateurs, les auditeurs qui nous suivent en ce moment voudront m'en excuser. Oui. Mais nous avons même des programmes pour vérifier les importations chez nous. Parce que nous sommes obligés. Parce que nous pensons que c'est par là. Il là. n'y a pas de programme d'exportation. Des produits du pays. Voilà, donc des programmes de promotion et d'exportation. Il n'y en a pas. Mais nous avons un programme de vérification de l'importation. Nous oublions que quand quelqu'un... Prenons la politique inverse. Le développement à l'inverse. Contre l'avis de McKinley et de Abraham Lincoln. L'Amérique s'est fondée sur cette politique de Abraham Lincoln et de McKinley. Et ils produisent suffisamment pour leurs besoins internes et ils consomment 95% de leur production nationale et ils envoient 5% de leur production qui constitue 20% de l'économie mondiale. 5% de leur production, ça fait 20% de l'économie mondiale. Et en même temps, la part de l'Afrique dans le commerce international est moins de 2%. C'est 1,6% en réalité. Sinon, on dit maintenant 3%. Toute l'Afrique réunie. Et malgré ce que vous appelez nos richesses. C'est 3% de l'économie mondiale. Bien que vous dites que nous ne sommes pas pauvres, on représente moins de 2%. On ne représente rien du tout. Et c'est l'Afrique du Sud qui a la moitié de ce que nous représentons encore de façon continentale. Ça veut dire que tout le Bénin et toute l'Afrique mangent dehors. Si votre famille devait manger au restaurant tous les jours, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Non. Vous préparez, votre femme va au marché, achète les condiments, les produits locaux et transforme. Et puis vous mangez, et vous avez encore de l'argent. Mais tout le Bénin mange dehors. Voilà. Et donc, nous voudrons que cette conférence, cette assise-là, fonde le développement du Bénin sur la transformation des ressources locales qui vont enrichir le Bénin. Parce que ce n'est que le développement de l'intérieur, là, qui va nous faire sortir de la dépendance de l'extérieur. Aujourd'hui, la Chine n'est pas dans le rattrapage. La Chine est dans le dépassement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez rattrapage et dépassement? Voilà. Aujourd'hui, la Chine, à elle seule, là, détient sur le sol chinois, dans les banques chinoises, 2000 milliards d'euros. C'est-à-dire, la Chine a produit tellement et l'Europe a tellement importé. Parce que les Européens déposent leur argent d'abord en Chine avant de prendre les produits chinois. Et donc, la Chine a pu arracher de l'Europe
2 000 milliards d'euros et 1600 milliards de dollars. Et c'est pourquoi la Chine fait trembler et l'Europe et les Américains. Vous voyez? Mais l'Afrique a quoi? Nous avons quoi aujourd'hui? Nous avons des richesses énormes, mais nous n'avons pas la stratégie et les idées innovatrices de transformation de ces ressources-là pour peser d'un poids. Nous ne sommes pas du tout pauvres. Nous sommes les plus riches du monde. On nous empêche ou nous ne sommes pas curieux? On nous empêche d'être curieux ou nous ne sommes pas curieux? Non, en réalité, nous ne sommes pas audacieux. Nous ne sommes pas audacieux. Nous ne sommes pas audacieux. Il y a moins d'audacieux en Afrique. N'est-ce pas parce que les puissances extérieures nous contraignent à cela? Ils doivent nous contraindre. Ils doivent nous contraindre parce que sans nous contraindre là, ils ne pourront pas exister. Ils doivent chacun défendre ses intérêts. C'est à l'Afrique, c'est au Bénin de défendre ses propres intérêts. Déjà, pour les élections de nos dirigeants, il faut que l'extérieur nous finance. Pour payer nos travailleurs béninois, le budget national, il faut que l'extérieur nous finance. Et où est la souveraineté? Où est la responsabilité de s'assumer vraiment indépendant? Il n'y en a pas. Sinon, c'est sous cloche. C'est dépendant de l'autre. C'est pourquoi, quand on prend une décision, les autres nous contrôlent. Mais quand le Bénin va oser s'organiser comme la Chine, comme la Corée du Sud, moi j'ai étudié 25 pays développés dans ma thèse doctorale en matière de développement. 25 cas de développement. Et c'est extraordinaire. Il n'y a pas de pays développé sans sa monnaie. Mais donc, c'est cette assise-là. Nous n'avons pas de monnaie. Nous n'avons pas de monnaie. Nous avons une monnaie si le Bénin se lève tout de suite et décide d'avoir sa monnaie, ou si les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, même avec le Nigeria... Nous allons mettre en mal l'économie française. Voilà. Tout de suite. Et rapidement, des coups d'État vont commencer par pleuvoir. Non, pas forcément des coups d'État. La France ne sera pas contente. Parce que cela fait le bonheur et le progrès de la France. Non, on dit, monsieur Agron, oui. Je crois que monsieur Sénégal aussi est certainement informé, on dit que bien qu'il n'existe plus le franc français, oui. On continue de couper le franc CFA dans le trésor, au trésor français, on continue d'arrimer le franc CFA au franc français. Oui. Et c'est connecté à l'euro. Oui, ça là. Alors que le franc français n'existe même pas. Oui, c'est une très grande question d'économie. En réalité, en résumé, je vais vous dire, je prends le cas de Corée et de Brésil. Le Brésil a joué sur la substitution des produits importés. Là. Le Brésil a remplacé ses produits par les produits importés. C'est une stratégie. Mais la Corée a joué sur les deux, à exporter et à importer, mais importe les licences. Mais tous ces pays-là ont leur monnaie. La question de monnaie, c'est une question d'indépendance, de souveraineté et de responsabilité. Pourquoi je dis ça? Pourquoi les pays francophones n'ont jamais d'industrie? Pourquoi notre Bénin n'a pas de grandes industries nationales? Parce que simplement, nous n'avons pas de monnaie. Si nous avions une monnaie, si le Bénin avait une monnaie, si les pays francophones avaient une monnaie propre à elles-mêmes, ces pays francophones, en vendant leurs produits comme le coton, tout ça là, nous allons vendre ce coton-là en dollars, en yens, en euros. Et c'est notre trésor qui va recevoir les euros, les dollars là. Nous devons faire rentrer les devises extérieures là, les devises étrangères dans notre trésor. Et nous allons couper maintenant, notre banque centrale va couper ce qu'on appelle la monnaie locale. Et donc nous allons gagner doublement, c'est-à-dire garder les devises étrangères et maintenant couper et imprimer. Le billet, ce n'est que papier. Hein? Ce n'est que papier. Et imprimer les billets locaux qui vont correspondre à ces devises-là et injecter maintenant ces billets locaux, c'est-à-dire cette monnaie locale-là, dans nos banques commerciales. Et lorsque un jour, nous voudrons développer un aspect d'industrie ou une industrie, nous allons simplement faire sortir de notre trésor ces dollars, ces yens et ces euros-là pour importer de l'Europe et du Japon et des Américains leurs machines, parce que nous avons leur monnaie. Si la Chine a 1600 milliards de dollars aujourd'hui, la Chine peut importer tout ce qu'elle veut des États-Unis, parce qu'elle vous ramène votre monnaie pour prendre ce que vous avez produit. Elle ramène à l'Europe leur euro pour prendre ce que l'Europe aura produit. Pas la monnaie chinoise. Non, pas la monnaie chinoise. C'est ça l'indépendance monétaire. Quand un pays est indépendant au plan monétaire, le pays gagne doublement. Le pays a non seulement les devises étrangères
qu'elle épargne chez elle, qu'il épargne chez lui, mais à sa propre monnaie pour faire ses affaires locales. Et quand ce pays veut maintenant des choses produites par les gens de l'extérieur, ce pays débourse maintenant de son trésor public les devises étrangères pour aller acheter. Même curieusement, avec notre relation avec la France, nous avons décidé le contraire. Nous, on produit, on exporte, et les devises sont gardées par la France, mais nous... Comment cela est-il possible? Non, on ne peut même pas traiter ça aujourd'hui. Ce sont ces assises-là qui vont traiter de ça pour notre responsabilité et notre souveraineté. Et je dis qu'il le faut pour l'indépendance totale de notre pays, pour le progrès de notre pays. Indépendance totale, n'est-ce pas de l'utopie? Et les Américains sont indépendants, n'est-ce pas? La France est indépendante, n'est-ce pas? Oui. La France est indépendante, n'est-ce pas? Un jour, François Fillon, le Premier ministre d'alors, disait que la France ne reçoit d'ordre de personne. Sénégal a même sa citation là qui va nous lire tout à l'heure. Ne reçoit d'ordre de personne, mais pense par lui et pour lui-même. Un point tiré. Un pays souverain pense... La France n'est pas entièrement et complètement indépendante par rapport aux États-Unis. Non, une nation a toujours une indépendance relative, c'est-à-dire une interdépendance avec les autres. Mais la nôtre, là, nous sommes totalement dépendants des autres. Nous sommes totalement dépendants des autres. Je donnais le cas des produits importés. Quand quelqu'un importe des produits, la personne paye les frais de douane, la personne paye les impôts. Et ce sont ces frais-là qui remplissent notre trésor, qui constituent ce que nous avons comme argent. Mais l'argent vient d'où? L'argent là vient seulement des poches des Béninois. L'argent là ne vient pas de l'étranger. Hein. Ça vient des poches des Béninois. C'est l'argent de M. Chabel Ayou, de Sénégal et de Valentin, de tout le monde. Mais si le pays produisait, si notre pays faisait le contraire, et produisait, transformait suffisamment nos ressources locales, nous allons non seulement satisfaire les besoins du pays, mais satisfaire des besoins aussi étrangers pour faire rentrer des devises étrangères et gagner sur tous les plans. Le port d'un pays sert à trois choses. Premièrement, le port sert à exporter les produits du pays. Mais en Afrique, le port sert à importer des produits étrangers. On dit souvent que les ports constituent un poumon. Un poumon ne fait pas que seulement inspirer. Le poumon inspire et expire. Oui. Mais si nous, nos ports là, sur ces poumons là, ce poumon là ne fait que sortir de l'argent pour faire venir des choses dedans. Non, le poumon inspire et expire. Nous devons produire suffisamment comme la Chine. Importer et exporter. Et pour être en relation avec les autres. Mais nous sommes condamnés à être que consommateurs de ce que les autres produisent. Nous ne progresserons jamais. Après 25 ans, des 25 ans que nous faisons maintenant, là, 50 ans après la conférence, nous avons dit encore, on a fait 50 ans de cette conférence et nous sommes plus misérables qu'avant. Parce que chaque jour, nous nous approvisons. Parce que nous mangeons à l'extérieur. Le Bénin mange à l'extérieur. Le Bénin mise sur l'extérieur et ça ne marchera jamais. Il faut l'industrie au cœur du développement du Bénin. Et ce sont les Béninoises et les Béninois qui vont s'asseoir, qui vont réfléchir. Et dans chaque secteur, on doit produire des idées pour que chaque secteur évolue. Et le secteur primordial, c'est l'éducation. L'éducation est le facteur premier du développement d'un pays. Pourquoi je le dis? Parce que si vous regardez, j'aime beaucoup écouter le ministre Djemba. Le ministre Djemba, il fait le procès du système éducatif que nous utilisons maintenant. Il dit que ce système ne nous amène pas loin. Et tous les jours, il juge le système. Et j'aime vraiment ses actions. Je le félicite vraiment. Et c'est ça. Parce que notre système actuel, là, produit des gens non curieux, non créateurs et non entreprenants. Nous sommes en train de produire une bombe de malheur. Voyez-vous, le Bénin produit par an 15 à 25 000 étudiants diplômés. Et ceux-là n'ont pas d'emploi sur le territoire béninois. Ceux-là n'ont pas d'affaires. Il n'y a pas d'entreprise qui les accueille. Et ils vont devenir quoi? Un jour, cette bombe de malheur peut éclater et nous allons perdre gravement. Et pour ne pas subir l'explosion d'une telle bombe, il faut rapidement une telle assise pour définir le Bénin de demain et les chemins à suivre pour que demain là soit meilleur. C'est aujourd'hui qui définit l'état de demain.
Et c'est sur ces assises-là qui vont nous permettre de réfléchir. J'ai dit d'abord, on va faire le diagnostic. Quels sont les mots qui minent notre développement? Et pourquoi le développement est miné? Comment nous allons faire? Et c'est l'ensemble des citoyens assis à cette conférence-là qui va réfléchir. Et finalement, là, nous aurons une boussole pour le développement, pour notre souveraineté et notre responsabilité par rapport à cette génération qui espère en nous. Merci beaucoup, Monsieur Valentin Agon. Monsieur Emmanuel Sénégan, vous allez nous donner la citation tout à l'heure, puisque quand Monsieur Valentin Agon parlait de cette citation, je me suis aperçu que vous avez constaté par fouiller vos documents. Mais vous nous parlerez après de l'aspect géopolitique, de la nécessité de cette rencontre souveraine pour le développement. Fillon disait ceci, et je crois que là où Fillon parle, chaque Africain doit répéter la même chose pour son pays et pour le continent africain. Il disait ceci. Le Premier ministre de Sarkozy. Oui. Il comparait les relations de la France avec l'Amérique. Et il disait ceci. De la crise de Cuba à la première guerre en Irak, de la crise des euromissiles au 11 septembre 2001, la France ne s'est jamais départie de son amitié avec l'Amérique. La France alliée, mais pas vassale. C'est-à-dire l'Afrique alliée, ou le Bénin allié, mais pas vassale. Fidèle à la France, le Bénin, mais insoumise. Toujours fraternelle, mais jamais subordonnée. Voilà la nature de notre relation avec l'Amérique. Notre nation ne reçoit d'ordre de personne. L'Afrique ne devait recevoir l'ordre de personne. Le Bénin ne devait recevoir d'ordre de personne. Elle doit être libre, l'Afrique, de décider par elle-même et pour elle-même. Voilà ce que Fillon a dit. Si lui a dit ça, des relations de la France avec l'Amérique, nous pouvons nous en approprier pour regarder droit dans les yeux les autres pour le dire. Et c'est cette conférence qui m'a donné la force. Et donner la force aux gouvernants futurs. Parce que quand tu n'as pas le soutien de la base, mais vous voyez, il ne comprend pas les mécanismes. Regardez, le Vietnam, l'Amérique toute puissante, militairement, a échoué, a perdu la guerre contre le Vietnam. Vous voyez ce qu'il a perdu la guerre contre le Vietnam. Ils ont même pris John McCain. Ils l'ont capturé. Ah oui? Parce qu'un peuple mobilisé, rien ne peut arriver à bout d'un peuple mobilisé. C'est cela la conférence. Il y a un peuple mobilisé derrière ces dirigeants qui les écoutent et qui appliquent ce qu'ils vont dire. Mais est-ce que vous sentez les Béninois vraiment mobilisés pour cette cause? Vous savez, il parlait d'un ministre tout à l'heure. Et je vais parler d'un autre, Souton, qui porte les valeurs. Son ministère qui porte le ministère de la réforme administrative et institutionnelle. Et là, il faut féliciter le ministre, il faut féliciter le gouvernement et tous les acteurs qui ont co-signé cette charte des valeurs pour le développement du Bénin. Mais bien des gens, monsieur Sénégal, bien des gens ont signé cette charte, mais dans la pratique, on ne les reconnaît plus. Le gouvernement a même une charte de bonne gouvernance, de collégialité, tout ça, mais certains ministres posent des actes horribles, des actes complètement contraires aux valeurs défendues par ce gouvernement-là et par ce ministère-là. Là encore, on m'a posé cette question. J'enseigne la géopolitique dans l'armée aussi, entre autres dans les universités dans l'armée. Dans l'armée, on m'a posé la question le 7 du mois passé, à l'école nationale du TOFO, des officiers de TOFO. Et je disais ceci, écoutez, le Bénin est victime de son choix de libéralisme. Parce qu'on parle de séparation de pouvoir. Si Aïboni prend quelqu'un et dit, bon, voici, au Parlement, il faut passer d'abord, le système est très lourd. Il faut d'abord que le Parlement accepte qu'un ministre soit jugé. 2 tiers. Si ça ne passe pas, tu vas faire quoi? Tu ne parles pas, tu ne veux pas aller aussi en justice. D'ailleurs, la justice actuelle, après la conférence, je crois qu'il doit y avoir un tribunal exceptionnel. Les tribunaux actuels, là, on va les laisser aux voleurs de câblés de moutons. Il y aura des tribunaux exceptionnels pour juger les ministres et les présidents qui ont fauté. Et là, il faut simplifier la procédure. Donc, je reviens à notre thème.
je voulais d'abord aborder, il a abordé une question de la monnaie qui est fondamentale. On ne pourra pas l'aborder à plein temps ici, mais regardez ceci. Vous savez, BCAO, tout ça là, vous les voyez en cravate, ce n'est que des commis de la France. Ce ne sont pas des hauts fonctionnaires. Non, l'argent est coupé ailleurs. Et on leur envoie une quantité pour distribuer au Bénin, par rapport à l'économie du Bénin. Point final. Mieux quand vous suivez le documentaire France-Afrique, qui est passé, je ne sais pas si vos chaînes aussi, vous voyez que Sékou Touré, on a noyé son économie, on l'a fait échouer. La France reconnaît, les officiels qu'ils l'ont coupé de fausses monnaies pour aller noyer l'économie de Sékou Touré. Mais voilà qu'ils coupent notre propre monnaie. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ne viennent pas acheter sur notre propre marché avec notre propre monnaie? Voilà des questions qu'il faut se poser. Et 65% des recettes d'exportation, vous voyez, c'est gardé en France. C'est seulement 35% qui nous revient. Pourquoi c'est resté là-bas? Oui, c'est des accords dont nous parlons, il faut remettre en cause, il faut, comme le dit Agon, il faut la rupture. Oui. Il faut la rupture de beaucoup de choses. On va en parler, ce n'est pas le moment d'aller à fond de ces choses-là. Donc, nous on est... Bon, voilà. Je veux dire aussi que, à part les valeurs, Agon a parlé de l'industrialisation, j'en ai parlé aussi. Mais ça ne suffit pas d'industrialiser, de développer l'industrie. Il faut un marché. Notre marché est petit. Il faut un marché sous-régional et international. Mais voilà les pièges aussi. Les gens parlent des normes. Hein? On dit que ce n'est pas ISO. Agon qui est là, je dis, je vais toujours répéter ça. Il a reçu un peu partout. Les gens ont approuvé que ces produits sont bons. Il envoie 4 cartons en France. C'est un carton qui est passé par erreur. On lui a retourné 3 cartons. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Pourquoi? Bon, voici le pourquoi. Pourquoi, ouais. Voici le pourquoi. Lorsque les Occidentaux... Tout le monde dit que c'est bon. Écoute-moi. Même les Français disent que c'est bon. Mais écoute. Il envoie 4 cartons en France. On lui retourne... C'est un qui passe par erreur. On lui a retourné 3. Parce que... Je vais t'expliquer pourquoi. ISO, c'est une bonne chose qu'il y ait des normes. Hein. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quand les normes ne concernent que les autres, vous voyez, et c'est ça que la mondialisation doit... Vous avez compris, la mondialisation a plusieurs définitions. Oui. Et la définition que moi je donne à mes étudiants, c'est que c'est à la page 14 de mon livre sur géopolitique. Et la nouvelle forme, la mondialisation, la nouvelle forme de perpétuation de l'inégalité économique. Voici comment ça se passe. ISO, ça ne veut rien dire, par exemple. Non, c'est une bonne chose. Mais ce sont eux qui fixent les normes. Regarde, Chaibou, Abel, prends mon pic. On va faire des... Prends ça. Tu vois, la norme, c'est ça. Ça dit quand tu veux atteindre ici, moi, je vais repousser les normes. Tu ne vas jamais pénétrer mon marché. Ils mangent ici. Quand les présidents occidentaux arrivent au Bénin, les ministres, leurs ambassadeurs qui sont ici, ils mangent tomates, piments, viande, crevettes, et oignons. Quand tu vas pouvoir exporter sur leur propre marché ce qu'ils ont mangé ici, ils ont mangé, ils ont dit que ça ne respecte pas les normes. L'ananas là, il faut que ça respecte. Mais ils ont mangé ça ici. Voilà l'hypocrisie dont je parle là. Cette conférence va en parler. Mais il y a des problèmes que le Bénin peut résoudre seul, d'autres qu'on ne peut résoudre que dans le Conseil des Nations. Parce que cette conférence va partir du Bénin, plaise à Dieu, mais il faut que ça fasse tache d'huile et aussi que ça soit pris en compte au niveau continental. Parce que nous ne pouvons pas tout faire nous-mêmes. Regardez aujourd'hui le Nigeria, premier pays exportateur du pétrole en Afrique, 6e au monde, rachète son propre pétrole. Il n'y a pas de raffinerie. Pourquoi on ne peut pas construire? Le Nigeria a les moyens quand même. Mais si vous avez des raffineries, vous serez indépendant des autres. Oui. Le coton, il y a Iboni fait coton ici. Là, il dit on va produire coton. Ce n'est pas transformé. C'est le brut qui est exporté. Ça va revenir transformer ailleurs. Ils vont créer des industries pour transformer. Ça va créer du travail là-bas. On va nous retrouver ça ici dans des sachets et pour les hôpitaux. Et ce qu'on a acheté ici à quelques francs de kilo va devenir des milliers de francs dans un sachet de quelques grammes. Donc, c'est pourquoi l'industrialisation s'avère important, mais il faut voir les marchés consommants béninois. Mais est-ce que le Bénin ne peut pas construire des usines de transformation? Mais il y a et je salue le gouvernement pour être en train de créer des usines de transformation aujourd'hui. Je crois au moins 4 usines déjà. Hein. Mais ça ne va pas aller loin, malheureusement. Parce que entre-temps, on disait que le coton produit officiellement était exporté, les usines en manquaient. Je dis, j'anticipe déjà. Je suis directeur de la promotion industrielle. Et quand on me dit qu'il n'y a jamais d'industrie au Bénin, on pense que je suis en porte-à-faux avec ma fonction, mais c'est pour éveiller les consciences, pour dire que dans les contextes actuels, des rapports qui existent entre l'étranger et nous, on ne pourra pas pénétrer leur marché compétitif. Où est-ce qu'on va être compétitif? Quand déjà vous n'avez pas la machine, vous allez l'importer. La matière première chez vous ici, ça ne suffit même pas
pour Fluidor, pour SHB, hein, les graines de coton. Vous voyez? Parce que vous voulez tout exporter, parce que ça se vend plus cher à l'étranger qu'à l'intérieur. Quand vous ne pouvez pas, vous voyez, dans vos usines de production, l'énergie c'est capital. Agon est un industriel, s'il veut dire ce que l'énergie lui coûte par ses machines, et puis encore c'est grave. Donc nous n'avons pas une certaine autonomie énergétique. Ça nous bloque. Comment tu peux, qu'est-ce que tu peux produire que ça soit compétitif? Et mais on peut venir noyer ton économie, ça on veut faire même du dumping. C'est-à-dire on peut vendre plus cher chez toi et venir inonder ton marché. Je dis on veut faire écouler ton économie. Tout ça, ça va être analysé, les manières de... Mais il y a un sacrifice. Hein. Ça dit que Dieu veut sauver le monde, il a sacrifié son fils. Toi, tu veux sauver le Bénin. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? C'est là que je vais aborder les questions de salaire. Les salaires augmentés n'ajoutent rien à votre bien-être. Je m'explique. Quelqu'un a construit sa maison depuis 20 ans. Quand tu as augmenté, on a augmenté ton salaire, il n'a pas acheté de ciment de plus. Hein. Il va augmenter son loyer. La bonne dame qui vend tomates. Ah bon, on a augmenté leur salaire. Ça, tout, en fait, ça s'annule. Donc ce n'est pas la course à l'augmentation des salaires qui conduit au bien-être. Et il faut que l'État contrôle les prix. Bon, quand je dis, c'est pas la conférence souveraine va parler de tout cela. On peut dire par exemple à Cotonou, dans telle zone, une chambre, un salon de tel mètre carré, c'est tel prix. La conférence fixe. Tomate dans telle région, c'est tel prix. Quand déjà les matières qu'on va consommer ou nos besoins, les prix sont déjà maîtrisés à la base, on ne va plus agir nécessairement sur les talents. C'est comment faire pour produire davantage et moins cher pour que ces choses coûtent davantage moins cher. Vous voyez ce que je dis? Donc, voilà quelques approches. Et au fond, disait, ce qu'on a appliqué aujourd'hui en politique, dans la plupart des pays africains jusqu'à présent, c'est ce que Houphouët Boigny disait. En politique, on ne résout pas les problèmes, on les déplace. Des indépendances, à nos jours, on a déplacé les problèmes. Quand ça est chaud dans la main d'un gouvernement, il essaie de s'arranger pour s'en sortir, pour laisser ça dans la main de son successeur. Vous voyez ce que je dis? Donc, on ne résout pas. Mais la conférence nationale va essayer de voir comment résoudre et durablement. Ça dit c'est un développement durable qu'il s'agit, dans un environnement de paix et d'unité, où on va... Je vais passer à des propositions rapides. Avant d'aller proposer, oui, j'aimerais... La nécessité de cette conférence-là, c'est que le Bénin prenne son destin en main. Le Bénin, notre pays, le Bénin va prendre son destin en main, comme nous avons pris notre destin en matière de démocratie en 1990 en main. Et il y a un problème. Les pays africains, Cheikh Anta Diop disait ceci, que l'Africain ressemble à cet esclave qui est resté très longtemps chez un maître. Et le jour où son maître l'a libéré, il est allé au portail seulement. Il est revenu dire à son maître, je ne sais plus où je vais partir. Parce qu'il est tellement resté esclave qu'il s'est dit que sa vie, c'est la vie d'esclavage. On nous a tellement répété que nous sommes pauvres, que nous ne pouvons pas avoir l'indépendance totale, que nous disons, nous ne pouvons rester que tels que nous sommes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que si nous insistons, si nous persistons et nous signons que c'est une conférence qui sera salvatrice en matière de développement pour le Bénin, c'est que nous ne voulons pas ressembler à cet esclave dont a parlé Cheikh Anta Diop. Longtemps esclave, libéré, il dit, je ne sais plus où je vais partir. Non, nous, les Béninois doivent s'asseoir pour définir là où ils vont partir. Longtemps dépendants, longtemps soumis, longtemps sous-développés, longtemps désordonnés, nous allons nous organiser. C'est une question de vie de notre peuple béninois. C'est une question d'organisation. C'est une question de prise en main de notre destin. Nous voulons le Bénin, un tel Bénin. Et nous allons éviter, laisser le Bénin là, dans la pensée et entre les doigts d'un seul individu qui longtemps a essayé de voir un pan du problème et qui se propose présidentiel et nous le prenons pour dire oui, avec lui. Comme un messie. Comme un sauveur. Parce que le Bénin a toujours cherché un messie. Les Béninois pensent toujours qu'un jour, Dieu va nous envoyer quelqu'un, un homme fort, un agentier qui va venir résoudre tous les problèmes. Jamais. Les États-Unis ne se sont pas développés comme ça. La France ne se développe pas par le messianisme.
La Suisse ne se développe pas par le messianisme. Le développement est une question d'organisation, une question de responsabilité, une question de prévision. Ce n'est pas le désordre qui installe un pays dans le développement, c'est l'ordre. Il faut que les Béninois soient responsabilisés. Et si nous le faisons, celui qui va gérer le pays aura une lourde responsabilité parce qu'il veut assumer une fonction qui lui permet d'assumer la responsabilité collective. Lui seul va assumer la responsabilité collective sous le regard de tout le monde. Et il sait que les yeux le voient et on va le juger. Parce qu'on ne va pas le juger parce qu'il a bien fait son programme à lui, parce qu'il a fait le programme du pays et il est arrivé à un niveau donné, on va dire, tel gouvernement n'a pas pu nous amener loin. Non, nous ne voulons plus des types de ce genre. Nous voulons des gens capables de nous amener très loin, de nous développer dans tel secteur. Et puis, c'est une manière pour les Béninois de se dire, nous sommes responsables du choix de celui qui nous dirige et du choix de notre vision collective de développement. Et comme ça, nous pouvons nous évaluer de temps en temps pour voir que vraiment nous progressons comme la Chine progresse, comme la Corée progresse, comme le Brésil progresse, comme ces pays dits développés et émergents progressent. Nous voulons vraiment le développement, mais nous n'avons pas adopté la logique collective du développement. Si les Béninois décident l'État d'un Bénin dans 10 ans, dans 20 ans, ils auront, s'ils mettent la politique aujourd'hui en place, ils vont atteindre alors ça là. Et je vais proposer... Mais si on n'a pas la politique, si on n'a pas la logique d'une vision donnée, on n'a jamais atteint la vision. Il faut une vision déclinée en objectifs, et ça y est, tout le monde sait qu'on va dans ce sens. Cela va éviter cette politisation à outrance du pays, où nous aurons bientôt 500 partis, 1000 partis, et finalement là, le pays sera... Mais les gens ne s'imaginent que ce n'est pas l'invitation de soi en politique qu'on peut travailler pour le pays. Non. Lorsque le pays sera organisé de cette manière-là, on verra que le Bénin a besoin de chaque citoyen et l'idée de chaque citoyen. Et c'est pourquoi nous proposons, pour aller à cette assise d'ensemble, M. Sénégan et moi, nous proposons que dès cette année, nous souhaitons que les Béninois se mettent à réfléchir, les Béninois se mettent à produire des idées et nous voudrons lancer des laboratoires d'idées, des laboratoires de réflexion dans tous les secteurs. Laboratoires de production d'idées dans le secteur santé, dans le secteur culturel, dans le secteur éducatif, dans le secteur industriel. Tous les secteurs vont réfléchir et puis vers le trimestre, à chaque 3 mois, on va évaluer la production des idées et des réflexions pour chaque secteur. Et au bout de l'année, on réfléchit, on continue. Et d'ici 2 ans, 3 ans, nous pouvons nous asseoir collectivement pour décider le sort du Bénin dans les années à venir. Et c'est ça là qui va s'imposer à celui qui va prendre le pouvoir en 2016. Il sait qu'il a un objectif national à atteindre. Il n'a pas seulement son petit objectif à imposer à tout le peuple, mais le peuple lui impose le chemin à suivre. Et à lui de s'adapter à ce chemin et d'innover dans ce cheminement-là. Et nous sommes sûrs que nous allons atteindre le développement. Sinon, nous allons ressembler plutôt à cet esclave libéré qui ne sait plus où il doit aller. Il revient toujours vers son maître. Et c'est ce qui fait que les Africains repartent toujours voir ceux qui ont été les maîtres dans le passé pour dire mais comment nous allons faire? Nous allons faire comment? Quel développement? Pouvez-vous nous donner des idées? Pouvez-vous nous donner de l'argent? Non. Soyons responsables et souverains. Décidons de notre destin, de notre avenir et bâtissons le chemin d'avenir et nous allons réussir. Si nous ne le faisons pas, nous sommes condamnés à laisser des générations encore dans la misère. Parce que nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes seulement dans la misère. Parce que nous n'avons pas la science, les idées de nous gérer, de nous organiser pour le développement de notre pays. Merci, M. Valentin. Oui. Monsieur Sénégan, vous voulez faire des propositions? Oui, rapidement. Il a parlé tout à l'heure de politisation. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Vous savez, ce qui ruine le Bénin, c'est la politisation. Il y a des jeunes qui n'attendent que les élections pour survivre. Vous voyez ce que je dis? On va balayer cette mentalité. Une seule proposition. En matière d'électricité, que je sais que être la toute première priorité. Je propose ceci. Et même à partir déjà de ce gouvernement, ça peut être fait volontairement. Tout projet qui arrive
tout budget qui arrive devant le Parlement, avant d'être voté, en tout cas à partir de 2016, dans son PIP. À partir de 2016. De 2016. Voilà. Ceux-ci sont libres de prendre cette idée et de l'appliquer. Après 2016, 25% au moins du programme d'investissement public doit être réservé à l'eau et l'électricité. À chaque fois qu'on amène devant le Parlement pour dire on doit juger que 25% au moins, ça peut être plus. Oui. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les gouvernants prennent en otage les peuples, disent les régions qui n'ont pas voté pour moi n'auront pas ceci, n'auront pas cela. Si c'est cadré de cette façon, 25%. 25% eau et électricité. Et on va prendre équerre, règles et équerre. On va diviser le Bénin en 6 régions. On dit telle région, dans tel pourcentage. Cotonou a plus de population, tel pourcentage. Même peut-être on peut dire à égal pourcentage. Parce que tout se converge vers Cotonou. Pour faire l'exode rural, pour que chacun reste chez soi, il faut créer les conditions minimales de vie, d'eau, l'électricité. Et vous savez, partout où il y a eu l'électricité, il y a eu activité, génération de revenus. Les gens ne dorment pas tôt, donc ils ont l'électricité. Vous savez que donc pratiquement, voilà une des propositions. La personne ne viendra demain pour dire, vous n'avez pas voté pour moi, vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas l'électricité. Parce qu'on a déjà mesuré les choses et divisé. Vous voyez, ça c'est une parmi tant d'autres propositions qui peuvent arriver. Mais je voulais aussi dire ceci. Que vous ferez à cette rencontre tout à fait. Et qui peuvent même déjà pris en compte si ceux-ci le veulent. Vous voyez, le mandat en cours levé, ça peut être pris en compte. Je veux prendre un autre problème. C'est que les problèmes de tension, de guerre, vous voyez, il y a des tensions dans le pays et des tensions dans la sous-région. Mais je voudrais nous rassurer ceci, qu'on ne part pas par la pauvreté. Il faut avoir créé la richesse. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, par rapport aux guerres, l'abbé Pierre a dit ceci. Il n'y a que des hommes pour tuer des milliers d'entre eux pour la victoire d'un chef. Des hommes qui ne se connaissent pas s'entretuent. Sur l'ordre de chefs qui ne se connaissent pas. Sur l'ordre de chefs qui se connaissent et qui ne s'entretuent pas, mais qui feront la paix en se serrant la main. Sur le cadavre un verre de champagne dans l'autre. Et on va former un gouvernement d'union nationale. Vous êtes déjà morts, certains ont perdu les pieds et les yeux, mais eux, ils vont toujours faire un gouvernement d'union nationale avec un verre de champagne en main. Ça s'est passé tout récemment en Centrafrique. Vous voyez ce que je dis? Donc, la jeunesse doit éviter de se faire instrumentaliser et savoir que c'est capital. Enfin, je veux conclure par ceci. L'hymne de l'empire de Wassoulou qui dit ceci. Si tu ne peux organiser et défendre le pays de tes pères, fais appel aux hommes valeureux. Si tu ne peux dire la vérité en tout lieu et en tout temps, fais appel aux hommes courageux. Si tu ne peux être impartial, cède le trône aux hommes justes. Si tu ne peux protéger le peuple et braver l'ennemi, donne ton sabre aux femmes qui te montreront le chemin de l'honneur. Si tu ne peux, enfin, exprimer courageusement tes pensées, donne la parole aux griots. Le temps des braves a commencé. La lutte n'a fait que commencer et nous vaincrons. Et en un temps très record, ayez de l'espoir. Tout est encore possible. Monsieur Agomp, oui. Nous sommes au terme de cette émission. Oui, et je vous remercie sincèrement pour cette bataille d'idées que nous avons menée juste là. J'aimerais dire aux Béninoises et aux Béninois que nul autre ne peut faire notre destin que nous-mêmes. Nul autre ne peut nous développer que nous-mêmes. Un pays qui ne travaille pas ne se développe pas. Un pays qui ne s'organise pas ne progresse pas. Un pays qui ne s'impose pas l'ordre et la discipline vit dans le désordre, évolue dans le désordre et finit dans le désordre. Un pays qui ne s'assemble pas autour d'un consensus pour son progrès ne progressera jamais. Et le progrès n'est pas seulement économique, le progrès est d'abord culturel, le progrès est d'abord social avant d'être économique et environnemental. Et nous voulons que les Béninoises et les Béninois se décident et qu'ils prennent leur destin en main et qu'à l'orée de 2016, qu'il y ait cette assise nationale et que nous décidions quel Bénin nous voulons plus tard. Et comme ça, celui qui va oser se présenter pour nous diriger va alors assumer ses habilités collectives, va alors rentrer dans cette logique et il pourra vraiment arriver à terme tôt ou tard. Nous voudrons que les Béninois et les Béninois sachent que, à partir de maintenant, nous ouvrons maintenant
une avenue à ces réflexions, à ces productions d'idées. Nous voudrons des laboratoires de réflexion dans le secteur culturel, dans le secteur éducatif, dans le secteur santé, dans le secteur industriel, dans le secteur énergie, dans tous les secteurs qui est des laboratoires de production d'idées. Et nous allons faire la pression pour que en 2015, en fin 2015, nous puissions vraiment impressionner les dirigeants, impressionner tout le monde pour que nous puissions aller à cette conférence pour décider du sort du Bénin. Et ce sort-là, c'est le développement du Bénin. C'est ce à quoi nous travaillons. Nous sommes indépendants d'esprit, nous sommes indépendants de pensée, nous n'avons pas de couleur politique et nous n'avons pas besoin parce que nous voulons que ce pays-là soit vraiment aux citoyens béninois, aux citoyennes béninoises, pour que nous puissions ensemble décider de ce sort. Parce que nous allons rendre compte tôt ou tard. Nous allons rendre compte aux générations futures que qu'est-ce que nous avons fait du Bénin. Pourquoi nous avons étudié, pourquoi le Bénin a dépensé jusqu'à ce que nous fassions même des thèses, des doctorats en matière de développement. Pourquoi nous avons resté silencieux? Nous devons parler, c'est pourquoi nous parlons, pour éveiller les consciences, pour que nous puissions aller à cette assise nationale, souveraine, pour le progrès, le développement au plan social, culturel, économique de tout le Bénin. Et comme ça, le Bénin sera développé et nous serons fiers d'être béninois, comme l'Américain est fier d'être américain, le Chinois est fier d'être chinois, le Français est fier d'être français, parce que leur pays leur peut tout. Le Bénin pourra tout à ses fils et à ses filles si nous osons cette assise nationale souveraine pour le développement du Bénin. Merci, M. Valentin Agon. C'est un plaisir. Nous avons invité sur ce plateau aujourd'hui M. Emmanuel Sénégan, géopolitologue, économiste, théologien. Pour avoir plus de détails sur les œuvres de M. Emmanuel Sénégan, vous pouvez vous rendre sur le site www.senegan.com. Valentin Agon, spécialiste des questions de développement, inventeur, innovateur. ValentinAgon.com aussi. Oui. Voilà. Nécessité d'une conférence nationale souveraine pour le développement du Bénin à l'orée 2016, c'est le thème de cette rencontre d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, il faut retenir que chaque génération a une mission. L'accomplir ou la trahir, c'est là l'autre question. Évitons d'être une civilisation atteinte, une civilisation moribonde, une civilisation décadente. Il faut oser le dire. Quel que soit votre degré de servitude, vous n'arriverez jamais à assouvir la soif de vos maîtres. Un développement auto-entretenu dans l'ordre et la discipline, c'est ce que souhaitent nos invités aujourd'hui. Pour eux, c'est une question de souveraineté, une question de responsabilité que d'organiser une rencontre souveraine nationale de développement. Il faut savoir bâtir une boussole. Arrêter la bombe de malheur du système par rapport au système éducatif qui produit aujourd'hui des gens non curieux, non audacieux, des gens non créateurs. Le développement, c'est d'abord un problème de création, un problème de prévision. C'est aujourd'hui qu'on prépare demain. Il s'agit de penser à ces assises, à un développement durable. Et la nécessité de cette conférence pour le Bénin, c'est de prendre son destin en main. Une conférence salvatrice, être responsable de son choix et respecter la logique. La lutte ne fait que commencer. On conclut, nos invités, nul d'autre ne pourra nous développer, nous défendre, si ce n'est nous-mêmes. Ne ressemblons pas à cet esclave qui est longtemps resté dans l'esclavage et qui, le jour libéré, va au portail, regarde dehors et revient voir son maître et lui dit « Je ne sais où aller ». Vivement que cette émission soit le déclencheur de notre mieux-être, de notre développement. Merci à vous, M. Valentin Agon. Merci, M. Emmanuel Sénégan. C'était un plaisir de vous recevoir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.